Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 46. Le grand voyage vers l'ikigai avec Christophe Rousseau. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent sur la thématique mensuelle de l'ikigai. La semaine dernière, je t'ai présenté un peu de façon globale ce qu'était que le concept d'ikigai, comment on pouvait le mettre en place de façon concrète, comment il était construit, d'où il venait, son origine. Et je te disais à quel point c'était un sujet, un concept, mais surtout une thématique qui me tenait à cœur depuis plus d'un an en fait, qui a guidé pas mal de mes choix et qui a été un axe de réflexion et de construction de mon parcours. Je crois que c'est à travers l'ikigai que j'ai trouvé vraiment la notion d'écosystème, que j'ai trouvé de façon expérimentale la réflexion et la construction du puzzle qui représente l'être que je peux être et ce que je veux faire pour pouvoir devenir qui je suis et pouvoir décider qui je suis. Donc une thématique qui me paraît fondamentale pour plein de raisons, pour le sens, pour la quête de sens, pour l'inspiration, l'alignement que cela procure avec son chemin, son soi intérieur et son soi supérieur, on dirait. Aujourd'hui, je vais te présenter une personne que j'ai déjà interviewée et qui je suis vraiment immensément honorée d'avoir sur mon chemin de vie. Il s'appelle Christophe Rousseau. Il est ingénieur, apprenti druide, podcasteur, artiste, chercheur, un être humain aux multiples facettes, une sorte de multipotentiel qui a des valeurs qui sont très profondes envers l'humanité, envers la globalité de l'être humain. Donc cette quête qu'il a, en fait, elle est vraiment assez parlante pour moi. Il y a vraiment des points communs qui sont très forts avec mon chemin. Et j'ai souhaité le rencontrer parce qu'il est une référence pour moi dans le domaine de l'ikigai. Parce que c'est la première personne avec qui j'en ai parlé il y a un an sur ce même podcast. Et qui a cette façon très globale, très holistique d'aborder les sujets. Et j'aime bien avoir des sujets à creuser, à échanger avec cet être humain extrêmement riche et inspirant. Donc j'ai nommé cet épisode de Grand Voyage vers l'ikigai parce que c'est le titre du livre que Christophe Rousseau a écrit et sorti récemment. C'est une espèce de jeu, de parcours un peu à la carte, cette espèce de livre dont on est le héros, qui mène finalement à trouver et aller à la rencontre de soi-même et de son ikigai. Au cours de cet épisode, on va aborder beaucoup de thématiques. On va parler de druidisme, on va parler de tradition, on va parler de connexion, de technologie, de rituels, de ce pont finalement entre la tradition et la technologie, entre la science et la spiritualité. On va parler de loi d'attraction, de l'ikigai lui-même, de retour sur l'ikigai, mais finalement, savoir, se questionner sur ce qu'on en fait une fois qu'on l'a trouvé, et ce qui change pour nous fondamentalement dans notre vie une fois qu'on est dans son ikigai. Et ça pourrait t'intéresser. Je pourrais dire, sans avoir à spoiler l'entièreté du contenu de cet épisode incroyable, que l'ikigai, c'est une porte. C'est aussi un état. Je t'invite à découvrir cet épisode avec autant de passion que j'ai eu à le monter, à l'écouter et à le vivre. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur.
Salut Christophe, écoute, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent. On a déjà eu un échange en plus sur un peu le même sujet, même sur carrément le même sujet il y a un an en arrière. On va parler Ikigai, c'est mon mois de février Ikigai. Et avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, je vais te demander de te présenter brièvement avec tes mots d'aujourd'hui. Il y a un an, on a eu des échanges et tu t'es présenté d'une certaine façon. Est-ce que tu utilises les mêmes mots aujourd'hui? Est-ce que tu as la même énergie, les mêmes projets, blablabla? À toi. Alors tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Je suis toujours très heureux d'échanger avec toi. Je ne sais pas du tout comment je me suis présenté il y a un an, donc je peux pas te dire si j'ai changé des mots, parce que alors, j'ai pas cette mémoire et j'ai pas révisé. Alors qu'est-ce que je dirais maintenant? Bon, j'ai pas changé de nom déjà sur Christophe Rousseau. Je suis toujours le créateur du podcast Leadership Holistique, ça n'a pas changé non plus. Je suis toujours ingénieur physicien, coach, écrivain, un peu plus que l'année dernière, on va en parler après, et apprenti druide. Oh, donc, en tant que leadership, en tant que, comment dire, témoin ou créateur de ce concept de leadership holistique, tu te dois quelque part d'appliquer à toi-même cette vision holistique dans ta vie. Donc, je vois il y a beaucoup de dimensions qui sont évoquées dans ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose de très entrepreneurial, mais pas que. Tu as évoqué la notion d'écrivain et tu as évoqué la notion de druide. Le reste, je le connaissais déjà un peu. Je vais un peu te laisser développer sur ces deux sujets-là, à commencer par les druides et on reviendra sur l'écrivain après. C'est quoi un druide aujourd'hui en 2023? C'est une bonne question. Je rappelle, je suis apprenti, hein, je ne suis pas du tout druide, et j'ai même pas commencé. Je suis juste sur un début de chemin. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, évidemment, comme tout le monde, on connaît Astérix, Obélix et Panoramix et la potion magique. Et on s'imagine donc des personnes, alors comme moi, barbues, les cheveux longs, un peu gris, voire blancs. Euh, mais moi, j'ai rencontré une druidesse, donc c'est une femme, qui s'appelle Joëlle Chotan et qui vit en Suisse. Et je l'ai découvert lors d'une conférence à Genève. Et je suis tombé en amour, alors non pas d'elle, mais de ce qu'elle présentait, de ce qu'elle évoquait, de son storytelling, de tout ce dont elle parlait. Et j'ai beaucoup aimé l'approche. En fait, le truc qui m'a vraiment séduit, c'était, elle nous disait que au lieu, alors c'est quelque chose que un, un sage bouddhiste, je crois, lui a dit, si je me souviens bien, c'est au lieu d'aller chercher la spiritualité tout autour de la Terre, et particulièrement en Asie, pourquoi ne pas se reconnecter à la spiritualité de l'endroit où vous vivez? Il se trouve que moi, je viens, alors elle est suissesse, et moi je suis français, mais je viens de la région bretonne, donc à pas très loin de la région bretonne. Et elle a découvert que la Suisse était un vrai bassin des druides à l'époque, avant l'époque romaine. Et puis les Romains ont tout cassé. Et puis il est resté une tradition druide que dans l'Ouest, alors Grande-Bretagne, Irlande, Écosse, etc., Pays de Galles, et dans la Bretagne, donc dans l'Ouest français, parce que c'est l'endroit où il y avait les irréductibles gaulois, donc ils ne sont pas trop fait envahir par les Romains, en tout cas moins. Donc la tradition a perduré, c'est pour ça qu'on a des traditions celtiques et druidiques en Bretagne. Mais en Suisse, ça existe aussi, ça existait, mais il y a beaucoup moins de traces parce que ils ont été tous exterminés par les Romains. Mais du coup, elle s'est intéressée à cette culture, à cette tradition, à cette spiritualité, parce que c'est une spiritualité. Et, et du coup, moi, quand elle a dit ça, j'ai tout de suite capoté, comme disent les bons Québécois, parce que c'est un peu mes origines aussi. Et je suis un Celte quand même, à la base. Et je me suis dit, mais nom d'un chien, de nom de bleu, pourquoi je vais aller, il faut que j'arrête. Alors que j'adore les trucs japonais, hein, on va parler d'ikigai, donc je continue d'adorer la culture japonaise, mais je me suis identifié à cette culture celtique et druidique, avec la connexion à la nature, tout ce qui se passe dans la forêt. Donc on revient à ce dont j'aime bien parler dans mes podcasts, et des bains de forêt par exemple, du Shinrin-yoku en version japonaise. Puis il se trouve que les druides vivent une relation très saine avec la nature. Il y a beaucoup d'herboristerie, il y a beaucoup de, comment dire,
de traditions cycliques en lien avec avec la nature et avec l'évolution. Toi, en hiver, il se passe pas la même chose qu'au printemps, été, automne, etc. Et donc, c'est vraiment c'est une spiritualité de paix. En fait, l'idée, c'est le truc de base, c'est de dire, et encore une fois, je suis pas un pro, donc s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des druides, ils vont sûrement me dire que je suis pas très exact, mais je fais de mon mieux. C'est de dire que toutes les décisions que tu prends doivent être faites, enfin, il est recommandé de les faire en paix avec toi. C'est-à-dire que tu as toujours le choix de prendre une décision et si elle t'amène en paix avec toi, alors tu es sur le bon chemin. Je trouve ça beau comme message parce que ce soit les petites choses de la vie de tous les jours ou les choses plus grandes comme notre mission de vie, notre carrière professionnelle et toutes ces choses qu'on décide. euh, Typiquement, toi, tu as un très bon exemple, hein. Le jour où tu as débarqué à Oléron, c'était tout à fait ce genre de réflexion derrière, c'est ce que ça t'a amené de la paix. Donc, c'est de faire des choix en conscience et en paix avec soi, qui ne Ouais. fait du mal à personne. Ouais. Je trouve ça, voilà, ça c'est les fondements de cette tradition. Après, il y a plein d'autres choses, il y a tous ces cycles en lien avec la nature et avec l'année. Et donc après, bon voilà, je ne peux pas raconter tout ça parce que je suis de loin pas encore expert. Et puis j'ai un très beau podcast épisode avec justement Joël Chosens, avec cette druidesse qui explique ça, hein, qui parle de druidisme. Donc j'ai Ouais. découvert cette spiritualité, je commence à m'y intéresser, puis je me suis dit que ça me parlait et que j'avais envie d'apprendre ça, de découvrir ça. Donc on est loin hein, de la potion magique de Panoramix, mais on est très proche en effet, de qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la nature pour se soigner, pour aller mieux, mais pas que. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je ne me rappelle pas, en tout cas dans l'échange qu'on avait eu auparavant, qu'il y avait cette dimension connexion. Alors je parlais au-delà de enfin, qui englobe la spiritualité, mais pas que, de connexion en fait avec la nature et puis avec ce qui t'entoure et puis avec une espèce de grand tout ou quelque chose comme ça. Mais là, ça paraît prendre davantage de place dans ton existence. Évidemment, lorsque tu parlais de druide, le premier truc que je me suis dit, c'est quand même, on est quand même très proche de l'influence celtique, ou en tout cas, on est quand même dans ce monde-là. Et évidemment, tu l'as cité après, donc c'est pas forcément obligé de le développer. Je me disais aussi qu'il y a ce côté tradition que je trouve intéressant, que tu as été peut-être chercher d'abord au Japon, mais finalement, en allant le chercher dans une autre culture qui a peut-être continué à développer ça au cours de son histoire, finalement, c'est intéressant de se dire aussi, ben, tiens, quelles sont des traditions dont je suis issue et qu'est-ce qu'il y a dans mon ADN qui peut aussi connecter avec moi-même. Donc j'aime bien cette notion. Et il y a aussi cette histoire de cycle et de rituel, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu, la ritualisation des choses. Alors, c'est pas forcément que sur un plan de connexion, de spiritualité, mais la ritualisation, ça peut être aussi simplement des habitudes qu'on met en place et qui sont positives pour nous. Donc, ce côté à la fois de mettre en place des habitudes positives et puis aussi de célébrer des événements, des petites victoires, des grandes victoires, et pas seulement des événements qui sont sociaux de type naissance, mariage, etc., qui sont plus ancrés dans notre histoire récente. Mais cette ritualisation, je la trouve vraiment intéressante à fouiller. En tout cas, elle est comment dire, elle est équilibrante, en tout cas dans mon histoire, elle l'est, et je vois que sur les autres personnes, elle l'est également. Et puis, donc évidemment, la nature, j'aimerais bien quand même que tu mettes, que tu me donnes les coordonnées, en tout cas les liens pour aller vers ton épisode sur cette druidesse et puis sur la sylvothérapie. Et j'avais un autre truc qui me vient, mais qui m'échappe entre le Japon et le côté celte. En fait, c'est marrant parce que dans le Japon, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette façon qu'ils ont eue, ou qu'ils ont en tout cas, de garder le côté traditionnel tout en étant complètement à la pointe de la technologie. C'est comme si en fait ils arrivaient à unir toutes leurs influences. Et ça, c'est vraiment fort. Ça fait une culture et une identité forte. Et je suis pas sûre qu'ils se demandent en permanence qui ils sont avec ce socle-là. Peut-être que nous, on a plus de navigation autour de ça. Mais dans tous les cas, ce qui est rigolo quand même, c'est que tu vas rechercher dans tes racines bretonnes quelque chose qui finalement doit être naturel pour toi et tu t'y reconnectes ben, aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça chouette. Mais cette connexion-là, en fait, elle est à la fois récente, mais en fait, finalement, tu l'intègres de façon très... comme si c'était une évidence, quoi.
Oui, mais c'est vraiment, ça a été le coup de foudre, hein, le déclic. D'autant plus que je rajouterais une dimension qui pour moi est super importante, c'est que les druides de l'époque étaient pas seulement des guérisseurs, mais c'était des politiciens, c'était des sages, c'était des astrophysiciens, c'était des scientifiques, c'était des philosophes. Et ça me parle tellement, moi, le multi-casquette potentiel, enfin, on l'appelle comme on veut, qui a besoin de me nourrir de toutes ces choses. Je me suis dit que, en fait, je me rendais pas compte, mais je pense que je suis un druide sans le savoir, ou je l'étais sans le savoir. Et voilà, quand cette personne, Joanne, m'a parlé de tout ça, je me suis tellement identifié, je me suis tellement dit, mais oui, c'est évident que c'est ça, quoi. J'ai même pas, enfin, c'est vraiment, il y a eu et il y a eu cette attirance. Et pour l'anecdote, c'était très drôle parce que c'était un séminaire de 2 jours à Genève et elle était la dernière conférencière et j'ai été malade tout le week-end. J'ai pas pu assister à la moitié, aux 3/4 des séances. Je suis juste venu pour elle parce que j'avais absolument besoin de la voir et j'allais un petit peu mieux le soir. Donc vraiment, Ouais. il fallait que j'aille la voir. Je ne savais pas pourquoi, hein, donc parce que j'avais aucune notion de ce que c'était hein, jusqu'alors. Ouais, Donc il y avait un appel quand même qui était au-delà de toi, hein. Enfin, ça, c'est moi j'aime ça, ces c'est espèces ça. d'intuition où tu sais pas pourquoi tu y vas, mais tu dois y aller et puis il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de toi. Je voulais revenir aussi sur un point qui m'intéressait dans ce que tu as évoqué, c'était cette histoire de paix. Quand la paix intérieure en fait. Et pour moi, j'appelle ça parfois comme une boussole, la boussole intérieure, tu sais, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te fait oui et qui te fait non. Et C'est ça. réellement, en fait, cette sensation de paix que tu peux vraiment ressentir physiquement, mais sur tous les plans, en fait, tu sais quand quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, te correspond, une situation, un événement, un lieu, etc., ça génère ça génère cette onde de paix. Et là, tu sais que c'est OK pour toi. T'as pas besoin d'avoir une explication mentale ou d'avoir un process qui soit de l'ordre de la logique, mais tu sais que ça, c'est pour toi, en fait. Et je crois que cette sensation-là, elle n'est pas, elle est pas forcément toujours explicable, mais en tout cas, il y a pas besoin de la justifier. Et c'est vraiment un événement, Mm. un élément qui, pour moi, est un élément qui fait partie de mon socle aujourd'hui, pour prendre des décisions, enfin, pour faire tout ce que je fais, quoi. Boussole, Oui, ça te parle. oui, oui. Puis je trouve vraiment très réconfortant euh, de redécouvrir des traditions anciennes et une spiritualité qui appelle à la paix, surtout à notre époque où voilà, on a pas oublié ce que c'était quand même. Euh, et la paix, c'est pas juste la paix dans le monde, c'est vraiment la paix de chaque être sur cette terre. Et les druides, c'est les hommes, les animaux, la forêt, les arbres, les plantes, tout ça. Donc on est très dans le respect et de l'autre et de la nature et surtout d'impacter le moins possible négativement tout, tout ce qui nous entoure finalement. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je l'ai appelé le druidisme, la spiritualité du XXIe siècle, parce que je crois sincèrement que c'est la spiritualité de notre siècle actuel, justement pour essayer d'élever un peu le niveau vibratoire et, et pacifiant de ce qu'on peut faire. Ouais, j'aime bien cette idée parce que ça rejoint un truc que j'étais en train de bouquiner dans le livre de Joe Dispenza. On a déjà eu un échange là-dessus, tu sais, c'est rompre avec soi-même. Et il dit, enfin, l'image que tu étais en train d'évoquer, en tout cas les mots que tu utilisais, évoquaient en moi cette image-là, où il dit en fait que soit tu restes dans ton l'ego, on va dire, c'est-à-dire tu as ton humain qui vibre le plus densément, le plus lentement. Et dans ce cas-là, en fait, tu te prends tout plein fouet comme si tu n'arrivais pas à comprendre ce qui se passe. Et en fait, tu as toutes tes émotions. Enfin, tout est assez. C'est comme si tu étais dans le game et que tu prends tout de face sans pouvoir prendre de recul. Et puis, il explique que quand tu te mets un cran au-dessus ou 2 crans au-dessus, en fait, quand tu t'élèves par rapport à ça, c'est comme si tes décisions, déjà, elles s'alignaient davantage avec qui tu es de façon plus profonde, mais qu'en même temps, tu es beaucoup moins impacté parce que quelque part, même tout ce que tu fais est aligné beaucoup plus avec toi-même, mais tu te fous un peu du résultat parce que c'est pas ta partie humaine et égotique qui est en train de dire ça me touche pas, ou alors je suis aimé, je suis pas aimé, je suis reconnu, je suis pas reconnu. C'est au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que tu fais ton taf parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire, mais tu t'attaches pas forcément au résultat, enfin, à un résultat précis. Après, en fait, c'est comme si tu lâchais, en fait, tu dis, t'as confiance que C'est ça va ça. se passer.
Ouais, il y a ce côté-là en fait que tu évoques qui me parle vraiment, qui est complètement en concordance avec ça. Et quelque part, lui, il est quand même un spécialiste de la physique quantique. Donc, on est quand même aussi en train de parler de la science du 21e siècle, même si elle a été créée bien avant, mais qui n'est pas encore rentrée complètement dans les mœurs. Parce que tu vois, t'entends encore quand même des discours où c'est pris un peu comme de la science-fiction. Mais quand même, tu vois, tout ça, ça se regroupe quand même. Ça finit par former une forme d'unité, pas de vérité, mais une forme d'unité en fait, avec ce besoin à la fois de s'élever au-dessus des petits problèmes d'humains qui sont vachement dans l'ego, et en même temps de garder un cap qui est bon pour toi-même, mais qui du coup, par effet rebond et par intelligence, de devenir bon pour l'humanité en fait. Donc j'aime bien en fait tous ces discours qui finalement deviennent créent une forme ouais, de concordance quoi, quelque part. C'est pas une logique, mais un truc comme ça. Mais c'est juste le résultat, à la limite, n'est qu'une conséquence de tout le processus de ce qu'on fait et comment on le fait. Mais bon, on est dans la loi enfin, c'est classiquement la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu lances ton truc à l'univers avec toutes les émotions qui vont avec, Oui. et puis après, tu passes à autre chose. Tu t'en fous de savoir le résultat, c'est pas ton problème. Ça te revient à un moment ou à un autre, juste quand c'est le bon moment, c'est tout, quoi. On est vraiment dans ce, dans cette Ouais. mouvance-là. C'est aussi simple que compliqué enfin, C'est genre, ça. pour chacun d'entre nous, je pense qu'il y a des endroits de ce process-là où on reste un peu kéblo quand même, tu vois, en mode, Bah, c'est difficile de lâcher prise d'un truc avec lequel on y met de l'émotion et de l'envie voilà. et du besoin. Ouais. Et, et, et moi, toute ma vie, ça a été ça, hein. Franchement, à chaque fois que les choses positives sont arrivées dans ma vie, je les avais souhaitées, j'avais mis de l'émotion. Et puis, par désespoir, je les avais oubliées parce que ça n'arrivait pas, bien évidemment. Et puis, c'est quand tu as oublié que tu as fait ce, Oui, là, ouais, cette demande à l'univers que ça te revient en pleine face avec ouais, une violence des fois, c'est impressionnant. ouais, c'est ça. Et ça marche à tous les coups, donc c'est un truc de fou, quoi. Ouais, ça ouais. Mais et c'est aussi, et on peut le vivre plusieurs fois et on n'arrive toujours pas, enfin, je sais pas toi comment tu réagis, à avoir comment dire, ce réflexe du lâcher prise en fait. Ouais, c'est le plus dur, je Oui, mais en pense. fait, C'est vraiment l'étape la plus là, dure. quand même, pour être sûr quand même qu'il te revient tout de suite, ou tu Ouais, surveilles, ouais. et là, en fait, c'est mort. Donc, bon, ça, la loi d'attraction, ça pourrait être un bon sujet. J'en ai déjà parlé une ou deux fois. Je vais rebondir sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, parce que cette histoire de druidisme, c'est quand même quelque chose à creuser, mais je pense que déjà en mettant le lien vers ton épisode, on va en savoir davantage. Moi, de mon côté, je t'ai dit que j'allais creuser la question en mon nom propre, parce que ça fait tilt de façon très évidente. Et ça fait comme, tu sais, ce fameux mot que tu utilises, l'épiphanie. Voilà, là. Psh. Yes. Là, je vais t'emmener gentiment sur ce dont tu n'avais probablement pas parlé l'année dernière, parce que c'était beaucoup moins présent dans ta vie qu'aujourd'hui. Donc, je vais bien sûr évoquer ta dimension d'écrivain. Ouais. Alors, Il si, il y a un paraît rapport, mais il paraît que tu as écrit un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, dis donc. ouais, ouais, c'est juste. Mais il y a un rapport quand même avec ce dont on vient de parler, donc j'expliquerai après. Ok. Alors, bon, c'est une grande aventure, c'est une belle aventure, comme toujours. En fait, j'étais parti de l'envie d'écrire de créer un petit livre jeu de type le livre dont tu es le héros, où le héros, c'est la personne qui lit, hein, donc c'est le lecteur, et puis il suit comme ça un guide qui l'amène gentiment à son ikigai. Puis évidemment, enfin, l'histoire, c'est la mienne, quoi. Alors, elle est un peu déformée, mais c'est évidemment basé sur mon histoire. Sauf que moi, j'ai pas eu de guide. En tout cas, pas physique. Et ce petit e-book-là que je donnais gratuitement, hein, était très sympa. Il y a eu beaucoup de succès. J'ai eu plus de 3000 téléchargements, puis pour beaucoup de retours positifs. Donc, je me suis dit que j'allais partir de ça, puis écrire un livre plus grand, plus long, du coup en version papier. Et puis, euh, et puis est arrivée cette rencontre de Druides. Et puis le livre parle de l'ikigai. Évidemment, ça explique de manière ludique comment on peut le découvrir, une façon de faire. Puis ça décrit le voyage, en fait. Ça s'appelle le voyage de l'ikigai, vers l'ikigai. Et puis le livre s'appelle Le Grand Voyage vers l'ikigai, parce que du coup, c'est la version. Non seulement il est grand, mais en plus, enfin, voilà, il fait 200 pages, il est plus conséquent. Puis il y a des énigmes, il y a beaucoup plus d'interactivité, puisque il y a des liens vers ma plateforme
un accompagnement en plus du livre qui est offert avec le livre. Il suffit de scanner un petit QR code et puis on arrive sur le site où on a une conférence, on a des exercices, etc. Donc c'est un livre interactif, mais vraiment avec plusieurs interactivités. C'est-à-dire que le livre lui-même se lit de manière interactive. C'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre, on te pose des questions, puis tu fais des choix, puis en fonction des choix, bah, tu vas à un autre chapitre qui n'est pas forcément celui qui est juste derrière, quoi. C'est vraiment le concept du livre-jeu. Et puis à l'intérieur, il y a des énigmes à résoudre, et en plus, il y a cette interactivité. Donc c'était un gros projet comme ça qui m'a pris un certain temps. Et le lien avec le druidisme, c'est que le sage qui accompagne le lecteur dans son voyage, qui se passe évidemment du côté du Japon, c'est un sensei druide, donc c'est un mélange de sage japonais et de druide celte. Et donc il parle un peu comme ça, et puis il a cette double culture, et j'ai trouvé ça amusant de créer une sorte de sage comme ça avec une double culture. Et parce que c'est ces deux cultures qui me parlent beaucoup et ces traditions qui me parlent beaucoup. Et du coup, voilà, le héros vit des aventures dans un monde imaginaire, à la Miyazaki, dans des îles flottantes. Et voilà, j'en dis pas plus. Et le livre est sorti il y a une dizaine de jours à peu près. Il est sur Amazon, partout sur Amazon, que ce soit en France ou au Canada ou ailleurs. C'est Et bien parce que tu as envie de voir, de savoir la suite, quoi. Tu vois, et une fois que tu l'as présenté comme ça, on se dit pas, tiens, j'avais bien envie de lire ce bouquin, en fait. donc j'ai essayé d'apporter une approche ludique à l'ikigai, bon, qui est quelque chose de ludique de toute façon. Alors je rappelle juste l'ikigai pour les auditeurs ou les auditrices qui ne sauraient pas encore ce que c'est que c'est en gros c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ce qui t'anime. Et c'est la rencontre des quatre piliers principaux, hein, qui sont ce qu'on aime faire, donc la notion de plaisir, ce pourquoi on est compétent, donc les talents, ce qui fait du sens, mais pour soi, mais aussi pour le monde, donc une espèce de valeur un peu spirituelle, entre autres, hein, pas que, mais en tout cas une valeur non pas marchande, mais une valeur plutôt de sens et de... Ouais, je Ouais, trouve pas le mot, ça viendra. de service pour les autres, quoi. Service pour les autres, voilà, et pour soi. Et puis le quatrième pilier, c'est la notion de financier, c'est-à-dire que bah, c'est une activité forcément qui doit te permettre de vivre. Donc quand tu fais une activité ou un métier ou un ensemble d'activités qui est au milieu de ces quatre piliers ou de ces quatre cercles, puisqu'on fait un diagramme de veine, là, on trouve son ikigai qui est un long chemin, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on le trouve, ça peut prendre du temps. Et le livre raconte ce parcours-là d'une manière ludique et permet à la personne qui le lit de faire aussi l'exercice d'essayer de découvrir son Ikigai. Alors, il peut très bien y arriver tout seul avec le livre et la plateforme, ou il peut y arriver avec un coach. Souvent, le coach est nécessaire parce qu'à la fin, c'est un peu compliqué enfin, c'est facile de savoir ce qu'on aime, c'est facile de savoir les talents, et encore. Puis quand on commence à parler d'argent, ça devient compliqué, et puis de sens, c'est aussi compliqué. Donc, il y a beaucoup de syndrome d'imposteur et de choses comme ça qui nous empêchent de faire ce travail. Donc, moi, je l'ai fait seul, mais ça a pris des années. Et puis, bah, voilà. L'idée, c'est que le livre, il le présente de manière ludique, et le concept, et la notion, et la façon d'y arriver. Euh, donc voilà, j'en suis fier. Ah Euh, bah, tu peux, parce que j'allais dire en fait que c'est vrai que quand tu fais un travail tout seul, la dimension temporelle est quand même assez importante parce que tu vas faire par essai-erreur, tu vas essayer des trucs et puis la vie va t'amener à comprendre si oui ou non tu as fait les bons choix, si tu as une bonne lecture de tes propres choix en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir un guide ou un coach ou quelqu'un qui est là pour en fait pour faire le miroir de ce que tu es en train de dire ou avoir un regard extérieur, ça permet vraiment de gagner du temps et de l'efficacité. Donc c'est quelque chose qu'on voit bien, ne serait-ce que dans l'échange. Le fait de formuler quelque chose à l'intention de quelqu'un, ça met en mots et ça rend concret quelque chose qui pouvait être simplement à l'idée de penser ou de concept dans sa tête. Et même si on l'écrit pour soi-même, le regard extérieur, il permet en fait de condenser en tout cas, de mettre au monde et de confronter les idées qu'on a à l'intérieur de soi. Et le regard, même si c'est pas, personne ne détient la vérité, mais en tout cas, avec un double regard, ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui émane de nous-mêmes seuls, quoi. Donc ça me paraît fondamental, mais dans cette démarche-là, comme dans bien d'autres. mhm. L'ikigai, en fait, tu as quand même un domaine d'action et de réflexion qui est très vaste par rapport à l'humain. Pourquoi est-ce que tu choisis l'ikigai comme sujet majeur de du temps que tu as passé à écrire quelque chose? En fait, pourquoi est-ce que tu t'es dit, c'est ce sujet-là sur lequel je vais me pencher aujourd'hui et que je vais partager?
Ça, c'est une bonne question parce que je suis pas sûr d'avoir une réponse, mais je vais quand même réfléchir. Euh, Parce que c'est vrai que dans le... Alors, une des raisons, c'est que je l'ai mis au centre en tant que pilier fondateur du leadership holistique. Le leadership holistique, il y a plein d'axes de développement, euh, aussi bien au niveau de la santé que de la gestion des émotions, que la gestion du stress, que la création artistique et la spiritualité. Bon, je fais un raccourci très condensé. Et en fait, moi, je suis tombé sur l'ikigai un peu par hasard, hein, parce que je faisais mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin d'évolution spirituelle, entre autres. Et c'est comme le druidisme, en fait. Quand j'ai découvert ce concept-là, ça a été l'épiphanie tout de suite, quoi. C'était tellement une évidence que voilà, je me suis senti attiré par ce sujet et j'ai assemblé les pièces moi-même tout seul, donc ça m'a pris en effet du temps. Et puis, je me suis dit que ça, c'est vraiment un cadeau à faire au monde, à tout le monde, parce que pour être passé par un bilan de compétences professionnelles, typiquement, qui coûte très cher, on n'adresse pas toutes ces quatre piliers, on adresse en général les compétences. On n'adresse pas du tout la notion de plaisir, ou très peu, et puis la notion de sens encore moins. Et il les finance un petit peu. Et puis je trouve que et puis comme je le dis, ça coûte très cher. Je trouve que c'est un outil que tout le monde devrait apprendre à l'école. Tous les adolescents, quand ils cherchent leur voie, là, devraient avoir ce genre d'outil qui est très simple dans l'essence, mais très complexe à appliquer finalement, parce que ça nécessite beaucoup d'auto-réflexion. Euh, donc je me suis dit, bah voilà, moi ça c'est ma façon de rendre au monde ce qu'on me donne, c'est-à-dire de le démocratiser euh, et d'essayer d'en faire quelque chose fondateur pour toute personne qui s'intéresse à ce que je fais. Et outre le fait que ça vient du Japon et que évidemment j'ai beaucoup d'attrait pour cette culture, je me suis dit que vraiment c'était quelque chose que je voulais offrir. Mais c'est que le premier volume, hein, d'ailleurs je vais en faire une série, évidemment si ça fonctionne, si ça marche bien. Euh, Parce que l'idée, c'est pas que de faire que de l'ikigai, c'est après, euh, voilà, ça permet d'évoluer, l'ikigai, ça Ça permet prend des de... pas. Mais en tout cas, tu t'es dit que s'il y avait quelque chose que tu avais, s'il y avait un outil que tu avais à partager avec le monde, ce serait d'abord celui-là. C'est-à-dire, pas que celui-là, mais d'abord celui-là. Donc, ça faisait un bon point de départ. Si on parle de ton ikigai à toi, on est d'accord que ta formulation finale, ça a été finalement le concept que tu as créé et qui est aussi ton site, ton podcast et ton univers, c'est le leadership holistique. En fait, c'est que quand tu as fouillé dans tous tes sphères, ces quatre cercles dont tu parlais, ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payée, et que toi, tu as fouillé ça dans tous les sens, en fait, ton ikigai, c'est ça, le leadership holistique. Oui, et c'est important, enfin c'est important. C'est que l'ikigai, ça peut être un métier, hein, ça peut être boulanger, ça peut être agriculteur en ce moment, voilà, on en parle beaucoup. Ça peut être ingénieur. Alors moi je suis ingénieur, mais c'était pas, ça me suffit pas. Moi, j'ai pas besoin, je n'arrive pas à me satisfaire que d'une seule casquette. Donc, et je suis pas forcément le bon exemple, hein. Je suis un exemple, c'est tout. Et donc moi j'ai eu besoin d'assembler les choses. Et quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte que alors, je voulais toujours être ingénieur, ça c'est clair. Je voulais être écrivain, je voulais être thérapeute. Et mon premier réflexe, ça a été de dire je vais soigner les mots AUX par les mots MOTS avant d'apprendre à soigner différemment. Et, euh, et je voulais être artiste. Et donc, quand je mélange tout ça, je me suis dit, mais moi, ça correspond vraiment à la fibre du leadership holistique. C'est parce que dans l'activité que je fais, entre faire du podcast, créer des sites, animer des conférences, écrire, rechercher, vulgariser. Enfin voilà, tout ça fait que ça fait un ikigai, mais c'est pas un métier, c'est pas un métier qui existe, a priori. Parce que on peut dire que je suis créateur de contenu, mais ça va au-delà de cela quand même. C'est un peu plus que de la création de contenu, parce que j'essaye de transmettre aussi d'autres choses que juste du contenu, mais il y a aussi comme on en a parlé, hein, de la spiritualité, des valeurs, mais aussi de la curiosité, de la recherche et de l'art. Et tout ça fait que j'ai pas réussi à mettre un métier dessus, mais donc j'ai mis leader holistique parce que c'est vraiment ça, en fait, finalement. Ça a été ce terme d'ailleurs qui m'est aussi venu de manière très intuitive alors que je cherchais pas ça quand j'ai créé mon podcast.
J'ai pas pu résister à ce terme. En fait, c'était aussi une évidence. Et c'est après que j'ai construit ce qu'il y avait dedans. Donc oui, voilà, moi mon Ikigai c'est ça, et ça me va bien parce que c'est quelque chose qui évolue, et je pense qu'un Ikigai c'est pas fixé, c'est pas défini, c'est pas quelque chose qui n'évolue, enfin voilà, on peut avoir un Ikigai à 25 ans, et puis il va évoluer tout au long de la vie, puis à 50 ans ça va être complètement différent, et c'est OK, hein. Ouais. Ce Et qui compte heureusement c'est d'aller que faire ça nous un cap. nourrit, Ouais. ouais, ce qui compte c'est que ça nourrit, et on continue d'apporter des choses à soi, aux autres, toujours dans un... C'est que quelque part, quand on est dans son ikigai, on sait, en fait, c'est l'impact que ça a sur nous et sur notre façon d'être qui est toujours la même, sauf que l'intérieur, on le nourrit. Évidemment, ça se nourrit aussi de notre expérience, de notre compréhension, de notre évolution, etc. Donc, l'ikigai est presque un point de départ et amené à évoluer tout au long de notre vie. J'allais te demander, une fois que tu as trouvé ton ikigai, tu te dis, bah voilà, je viens de faire l'entièreté je viens de mettre à plat, en fait, tout mon être dans toutes ses dimensions. J'arrive sur un concept que je suis en train de créer qui émane de moi et qui semble être en plus évolutif et qui semble répondre à toute la complexité de mon fonctionnement et qui me satisfait dans cette formulation. Tu as réussi à mettre que 2 mots, déjà, c'est pas mal. D'en trouver que deux pour pouvoir faire quelque chose, de représenter quelque chose de si vaste. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie une fois que tu t'es dit, voilà, mon ikigai, c'est ça? Parce que ça fait quand même, c'est pas tout récent que tu aies trouvé ça. Ça reste aujourd'hui ton axe majeur, ça reste ton ikigai. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, bon, énormément de choses, parce que quand on a compris pourquoi on est pourquoi on est là, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, pourquoi on est là, ça ne veut pas dire qu'on sait tout ce qu'on doit faire, mais au moins, on est très aligné avec ce qu'on fait. Et je pense que l'alignement, c'est vraiment un truc important parce que j'étais beaucoup désaligné avec mon métier professionnel. euh, voilà. Et ça m'a donné un alignement et une espèce de cap et de voie en me disant, bah voilà, c'est ce vers quoi je veux aller. Et puis ça peut prendre du temps. Moi, j'ai toujours mon job de salarié qui est très frustrant, etc., mais qui permet aussi de vivre, hein. Euh, donc vraiment, ouais, je trouve qu'on se sent aligné dans tout ce qu'on fait. Parce que quand j'ai voulu faire ce projet de livre, je me suis pas posé la question de savoir si ça allait être un best-seller. Je m'en fichais à la limite. Ce que je savais, c'est que je le faisais parce que j'en avais besoin de le faire et puis que j'étais aligné avec ça. Après, s'il a du succès, tant mieux. Puis si on en a pas, ben, je ferai autre chose. Puis voilà, c'est OK. Mais au moins, on est très. Moi, je trouve que c'est très, très fort l'alignement. Euh, Ça a un côté un peu rassurant quand même, parce qu'on est un peu moins perdu. Ouais, on peut dire ça. On est un peu moins perdu sur qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je suis là, etc. Puis du coup, tout ce que j'entreprends, il est guidé par ça, mais je me pose pas la question. Je suis pas, c'est pas quand je décide d'écrire un livre ou de lancer un épisode de podcast ou de créer une nouvelle formation, je me demande pas si c'est en alignement avec mon ikigai. Je me pose plus la question. C'est une évidence que c'est aligné de toute façon. Quand je dis que je vais, je m'intéresse au druidisme et que j'ai envie d'apprendre, c'est aligné avec mon ikigai de toute façon. Ça veut dire Euh, que tu es en train de dire que finalement, ça a généré quelque chose qui est tellement de l'ordre de l'intégration de qui tu es, c'est-à-dire que tu ne te poses plus la question, c'est tellement intégré et incorporé dans toutes les sphères de ton être, que à partir de ce moment-là, que tu as vraiment compris de quoi était constitué ton écosystème et comment est-ce que tu fonctionnais et ce qui te nourrissait, etc. Tout ce que tu mets en place après ça, c'est OK. voilà. Une fois que tu as acquis cette forme d'apaisement et de cohérence, parce qu'il y a quand même, enfin, il y avait ce 2 mots qui étaient amenés par ce que tu disais, enfin, en tout cas, c'est ça qui me venait, c'était l'apaisement et la cohérence et l'écosystème. Donc, une fois que tu as créé en fait cette espèce d'univers qui est toi, à l'intérieur, en fait, d'abord, tout est possible évidemment parce que tu peux évoluer, etc. Mais en fait, tout se pose de façon pas forcément fluide parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, c'est comme si ça se posait de façon sans te poser 3 millions de questions et sans être une torture permanente. En fait, c'est comme si tu posais brique après brique. T'as pas à te poser la question, juste la brique elle se pose, etc. Tu construis de façon connectée, guidée quelque part par toi-même en fait, hein. Mais juste ça a une forme de cadre que tu as construit toi. Il y a un peu ça Oui. qui. Puis il y a un vrai effet boule de neige que voilà, que je le, comment dire, j'essaye même pas de l'interpréter. C'est que on n'a plus à chercher, les choses viennent à toi, ou les gens viennent à toi, les projets viennent à toi. T'as- c'est fou, parce qu'à partir du moment où t'as compris ce que tu voulais faire et pouvais faire et pourquoi tu le faisais,
Il y a plein de gens qui viennent vers toi pour te proposer des projets qui correspondent évidemment à ton ikigai, ou en tout cas à ce que tu as envie de faire. Il y a les choses, il y a des synchronicités absolument terribles. Donc oui, je pense que ça aussi, j'aurais peut-être dû le dire aussi. Je pense que quand on est vraiment sur son ikigai, on a d'énormes synchronicités qui confirment qu'on y est et qui viennent, comment dire, nourrir tout ça, tous les projets. Et, euh, et même professionnel, parce que je disais tout à l'heure, je m'ennuyais dans mon job professionnel. Il se trouve que pas plus tard que la semaine dernière, on m'a proposé juste un poste juste incroyable que j'attendais depuis des années. Il se trouve que ça arrive maintenant parce que je l'attendais même plus. En fait, je l'avais mis de côté. Donc, il y a toutes ces synchronicités et les événements, le fameux hasard qui n'existe pas bien Mm. sûr, Ouais. fait que tout vient à toi en fait de manière très naturelle. T'as vraiment même pas besoin de chercher. C'est comme les sujets de podcast. Moi, je vais même plus les chercher. Ils viennent à moi naturellement. Oui, c'est ça. En fait, c'est que tu n'es plus en train de te poser 14 000 questions et en train de combattre en permanence sur le pourquoi, le comment, le pourquoi et le comment d'ailleurs. C'est que finalement, ce que tu évoques de la synchronicité, c'est une forme d'intelligence en fait, dans laquelle tu t'inscris de par le fait que tu es quand même construit, enfin, tu as quand même parcouru le chemin pour en arriver à cet état d'alignement-là, mais que quand cet état d'alignement-là, il y a quelque chose d'encore plus fort qui se passe après. Et je trouve que c'est vraiment super, ça me paraît vraiment essentiel ce qu'on est en train d'échanger là. C'est que, en fait, l'ikigai, c'est une base, mais quand on trouve son ikigai, ce qui se passe derrière, c'est comme si on passait dans un univers différent, ou vraiment, tu sais, cette image de passer du bocal à l'océan, c'est comme si tout devenait à la fois plus grand, enfin les limites évidemment, elles sont beaucoup plus lointaines que ce qu'on imaginait, mais en plus de ça, effectivement, on n'a pas le même besoin pour mettre les choses en place en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elles arrivaient d'elles-mêmes parce que c'est OK. La notion d'alignement, elle est vraiment hyper puissante, mais pas seulement, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui a une concrétisation dans la matière du fait que les événements, les situations, les personnes qui se présentent à toi sont complètement dans cet écosystème, en fait, en font partie. Donc ça vaut vraiment le coup de se creuser la tête, les ménages, d'y prendre du temps, d'y consacrer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et de trouver des personnes qui nous aident à le faire. Parce que ça, c'est vraiment le point de départ d'une vie, mais qui est version XXL derrière, quoi. Mais Oui, version c'est, financière. oui, c'est très riche dans tous les sens du terme. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche, qu'on va gagner plein d'argent, hein. C'est pas, ça, il faut se sortir ça de la tête. On va vivre normalement, confortablement, en tout cas, parce que l'univers, enfin, parce que comme on est aligné avec ce que l'univers attend de nous, l'univers, moi j'appelle ça l'univers, après vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez l'appeler Dieu. Mais donc, du coup, il y a plus de frein. Oui. Après, je tiens quand même à préciser une chose. Peut-être ça paraît évident pour nous, mais l'identifier son ikigai, c'est bien, mais après, il faut faire quand même, hein. Il faut être Ah dans ouais. l'action. Parce que Oui. si tu as un beau diagramme avec ton nom et puis que tu dis, ah voilà, j'ai trouvé mon ikigai, et puis tu continues comme avant, bah, il va pas se passer grand-chose, quoi. Non, Donc, et puis, ouais, c'est ouais, quand cette même l'étape majeure qui est, il faut le trouver, mais après, il faut faire. Il faut mais quelque part, agir. pour en arriver à l'ikigai, déjà, ça veut dire que tu dois te débarrasser d'un paquet de boulets qui sont à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'au niveau des peurs, notamment des blocages, il faut que tu bosses dessus parce qu'il y a quand même un gros taf de développement personnel à mettre en place pour en arriver là. Et évidemment, l'action fait partie du game, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu souhaites ou quoi que tu aies envie de réaliser dans cette dimension terrestre, en tout cas, il y a l'intention, il y a ce que tu fais de toi, il y a ton travail sur tes émotions et tes blocages, mais il y a ce que tu mets en place concrètement, quoi. Quelle direction tu prends, quelles actions tu mets en place. Donc ouais, merci de rappeler ça. Ouais, je précise ça parce que j'ai eu une personne que j'ai coachée il n'y a pas très longtemps sur l'ikigai. Et c'est tellement un très bon exemple parce que c'est pas le seul que je connais. C'est des gens qui ont mis des tonnes de formations. Ils ont fait de la PNL, ils ont fait du coaching, ils ont fait j'en passais des meilleurs. Enfin, toutes les formations de la Terre, mais ils sont toujours pas en train de vivre leur ikigai. Voilà, il faut le vivre en fait. Pas juste faire les formations et puis accumuler des diplômes ou pas d'ailleurs, peu importe si ce soit diplômant ou pas. Mais c'est vraiment de le vivre dans la matière, de le concrétiser physiquement. Et puis, voilà, la théorie c'est bien, hein, mais à un moment il faut vraiment, vraiment être dans l'action physique. J'insiste un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que des fois c'est pas si évident pour tout le monde. Non, mais tu as pleinement raison. Et de toute façon, s'il n'y a pas cette incorporation, parce que moi je vais y adjoindre le corps aussi, enfin incorporation, intégration et mise en matière, en fait, ça reste à l'état de concept. Et c'est plus du tout Voilà. plus la même énergie, quoi. Donc voilà.
Écoute, moi, je suis assez ravie d'avoir été. On n'avait pas trop imaginé vers où on allait aller, mais je suis ravie du chemin qu'on vient de parcourir ensemble sur cet épisode. Je pense que je vais le réécouter moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, que j'ai aussi envie de creuser. Je te remercie pour toujours ta qualité de présence et d'échange. Je te remercie pour être toujours en mouvement et réfléchir sur ton propre chemin et à te poser des questions et à continuer à te prendre des murs, mais peut-être de moins en moins. C'est ça. Mais à ça, on s'en Bien prend des murs, hein, sage. ça continue. Tu Hein. deviens sage et je suis ravie de voir le druide s'éveiller en toi et prendre toute sa place. Donc voilà, je te souhaite vraiment une géniale journée. Moi, je te souhaite le succès quand même pour ton bouquin parce que voilà, je trouverais ça cool qu'il serve à plein de personnes et qu'il puisse permettre à d'autres gens de trouver leur propre ikigai. Et évidemment, je vais mettre les liens vers ton podcast, vers ton site, vers tes coordonnées à toi. Je voudrais reprendre, tu me les redonneras, les épisodes Ouais, sur je vais t'envoyer ça. Ouais. euh, et sur la sylvothérapie, et évidemment, comment est-ce qu'on peut se procurer ce bouquin, etc., etc. Donc, merci Christophe, Mais avec grand plaisir. et merci d'être sur mon chemin également. Et réciproquement. Ouais, je te souhaite une géniale journée. Salut! Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est déjà la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va faire un dernier épisode sur l'ikigai, mais de façon très pratique. Comment le mettre en place, comment commencer son ikigai, comment se mettre à la tâche et par quoi commencer en fait. Ça te parle? Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes, ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage. Envoie ce podcast à 2 personnes de ton entourage. Mets 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Écris un commentaire pour nous soutenir. Et rejoins la communauté de Sensiblement.